Je suis Toussaint Louverture. Mon nom s'est peut-être fait connaître jusqu'à vous. J'ai entrepris la vengeance de ma race. Je veux que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. Je travaille à les faire exister. Ces mots, vous le comprenez, sont ceux du grand révolutionnaire haïtien Toussaint de Bréda, dit Toussaint Louverture. Figure parfois oubliée, victime tantôt de légendes noires, tantôt auréolée d'une légende dorée. Mais vous connaissez peut-être les mots de Mathiez, robespierriste, anti-robespierriste. Dites-moi qui était Robespierre? On pourra dire la même chose pour Toussaint Louverture. Et c'est ce que ce soir, nous allons essayer de faire ensemble. Nous, c'est la Fédération francophone de débat, fédération de toutes les associations de débat, d'art oratoire et d'éloquence en France, en Belgique, en Suisse, liée aussi, évidemment, à d'autres associations, la Confédération africaine des arts de la parole, l'association Jeunesse unie pour une nouvelle Afrique, et d'autres associations membres de cette grande confédération. Notre slogan est « On ne naît pas orateur, on le devient. On ne naît pas oratrice, on le devient. » Vous le savez, vous le connaissez. On terminera cette journée et ce moment d'éloquence par cette citation. Mais en attendant, nous voici donc replongés, peut-être, en 1803. Imaginez-vous, en 1803, Toussaint Louverture, combattant de la liberté, est arrêté par les armées françaises et ramené en France, jeté dans un fort, le fort de Joux, où il finira ses jours abandonné, peut-être même empoisonné. Est-ce que Toussaint Louverture, est-ce que celui que certains appellent le Spartacus des Caraïbes, que d'autres appellent le Napoléon noir, ou le Washington de Saint-Domingue, est-ce que cet homme a-t-il eu un procès? Non. Et donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de lui donner ce procès. Notre objectif aujourd'hui, c'est de se replonger dans cette période. Vous savez, en 1791, une révolution éclate dans ce territoire que l'on appelait à l'époque Saint-Domingue. À l'époque où nous-mêmes, nous sommes en pleine révolution ici en France. En 1791, l'année où la première constitution est rédigée et où bientôt la monarchie va vaciller au profit de la République, une et indivisible, celle-là même qui en 1792 donc sera proclamée, celle-là même qui dans sa constitution de 1793 proclamera en plus de la déclaration des droits de l'homme de 1789 le droit à l'existence, le droit à l'éducation et à l'instruction, le droit à l'insurrection. Cette constitution qui repose sur le suffrage universel, cette constitution qui repose aussi sur la souveraineté populaire et les assemblées populaires. Et certains commençaient déjà en 1789, s'inspirant des idées abolitionnistes de la Bérénale, par exemple. Pourquoi est-ce que notre Constitution, pourquoi est-ce que notre Déclaration des droits est-elle limitée simplement aux hommes blancs issus de la bourgeoisie, aux hommes propriétaires? Pourquoi ces droits que l'on prétend inaliénables, sacrés, universels, ne sont-ils pas pour les pauvres? Ne sont-ils pas pour les femmes? Ne sont-ils pas surtout pour ces gens que l'on appelle encore esclaves? Et ces absurdités qui sont soulignées, elles donnent aussi lieu à des réflexions à Saint-Domingue. Et ce sont les esclaves de Saint-Domingue qui, par leur propre action, ont libéré le sol de cette terre que l'on appelle aujourd'hui Haïti. Cette révolution a commencé avec le premier protagoniste de ce procès, un certain Jean-François, que l'on surnommait Papillon, sous vos applaudissements bien entendu. Allez vous asseoir.
Dans cette révolution, vous savez, Toussaint Louverture a connu l'esclavage. Il a lui-même été esclave, il a été affranchi dans les années 1770, et lorsque la révolution éclate, il était lui-même devenu petit propriétaire d'esclaves. Mais il s'était marié aussi avec une femme, libre de couleur, car cela existait. C'était donc la femme de Toussaint Louverture, que j'appelle maintenant à la barre. Les débats qui se sont posés à ce moment-là ont pu causer des troubles, parce que certains ont participé à la révolution de 1789, tout en étant de fervents esclavagistes. C'était notamment le cas de Moreau de Saint-Méry, qui viendra nous exposer ses idées, et que j'appelle ici aussi à la barre. Mais d'autres ont été les chevilles ouvrières du décret d'abolition, puisque la France aussi a fini par abolir l'esclavage une première fois le 4 février 1794. Et l'une des chevilles ouvrières de ce décret d'abolition était l'un des premiers députés noirs élus à la Convention nationale. Il s'agit de Jean-Baptiste Belay. Dans cette révolution, qui au début n'était pas acceptée par la France, qui a fini par envoyer le gouverneur Santonax, qui a fini par accepter ce décret d'abolition d'abord à Saint-Domingue, puis ensuite à la Convention nationale, eh bien, la France a ensuite changé d'avis, vous le savez. Elle a évolué dans son système politique et l'esclavage a été rétabli. Et on a envoyé d'abord un général pour mater Toussaint Louverture, le général Leclerc, qui était plus arrangeant, qui, d'une certaine façon, ne voulait pas que ce retour en arrière soit aussi violent. Mais son successeur, le général Rochambeau, était d'un tout autre avis. Général à la barre. Vous le savez peut-être, les révolutions sont aussi faites, et peut-être surtout faites, par les femmes. Ce sont les femmes qui sont allées chercher le roi à Versailles le 5 et 6 octobre 1789. Ce sont les femmes qui composaient aussi les sections sans culottes dans notre révolution. Ce sont les femmes qui ont déclenché la révolution d'octobre 17. Les femmes aussi combattaient lors de la révolution d'Haïti. C'était le cas de l'une d'entre elles, la grande héroïne, la Martinière. Nous sommes donc dans un régime qui était au départ la monarchie constitutionnelle en France, qui est devenue ensuite la République, une République qui a pris le nom de directoire. Mais ce directoire, de coup d'État en coup d'État, s'est conclu lui-même avec le dernier coup d'État, celui du 18 Brumaire. Nous sommes donc en 1803, le régime va bientôt s'appeler l'Empire, mais on l'appelle encore à ce moment-là le Consulat. Il est un régime beaucoup plus autoritaire, et il a à sa tête un premier consul. Il s'agit bien évidemment de Napoléon Bonaparte. Et bien sûr, après le Napoléon blanc, il y a le Napoléon noir, encore que il mérite qu'on l'appelle par son propre nom et qu'on ne le compare pas nécessairement à son bourreau. On l'appelle aussi, bien sûr, vous l'avez entendu, le Spartacus des Caraïbes. Il s'agit de Toussaint Louverture. Faites entrer l'accusé. Mais que serait un procès sans son procureur? Le procureur, ce soir,
sera le procureur Guglielmetti. Et enfin, l'avocat, le défenseur de Toussaint Louverture, venu justement directement de l'île de Saint-Domingue, Maître Bernaldo Castille. Vous l'aurez compris, chers amis, ce procès n'a pas eu lieu. Ce procès ce soir est réalisé par des orateurs et des oratrices qui sont venus dans le cadre du Festival de la francophonie. Certains viennent du Gabon, du Congo, de la Guinée, d'Haïti, du Togo, de la Suisse, de la Belgique ou encore du Québec. Des nations francophones qui sont arrivées il y a quelques jours et ils découvrent cet exercice de la Fédération francophone de débat, qui est né d'ailleurs justement la première fois en Sorbonne. Le premier procès, il y a une dizaine d'années, s'est tenu dans un amphithéâtre en Sorbonne. Ce n'est pas de la reconstitution historique, même si parfois nous faisons appel à des gens issus de ce milieu bien plus rigoureux que ce que nous pouvons être. Ce n'est pas non plus une pièce de théâtre. Nous ne sommes pas des acteurs. Ce sont essentiellement des étudiants, des jeunes actifs, qui se prêtent à un exercice d'art oratoire. Donc je dis souvent, les procès historiques de la Fédération francophone de débat, c'est une proposition pédagogique. C'est un moyen de rendre l'histoire un peu plus accessible via des moments d'uchronie, et puis de permettre ce genre de rencontre internationale. C'est donc un événement inédit, car c'est un événement qui est organisé avec des orateurs et des oratrices qui viennent de 3 continents. Ce soir, nous aurons donc un jury pour les départager, pour juger et savoir si ou non ils seront. Il sera, lui, l'accusé, acquitté ou condamné à mort. Et bien sûr, un meilleur orateur ou une meilleure oratrice, quelle que soit sa position, car, vous l'entendrez bien, les gens, ce soir, vont se prêter à un exercice. Certains vont peut-être défendre leurs idées, d'autres, c'est sûr que non. Je vous demande donc d'avoir ce recul et d'imaginer bien sûr que ces gens-là se prêtent à un exercice de style et vont faire en sorte de vous redonner l'esprit, si ce n'est la lettre, des pensées de l'époque. On dit souvent qu'il faut recontextualiser. Nous allons d'une certaine façon recontextualiser pour montrer qu'il y avait des gens pour, mais qu'il y avait aussi des gens contre l'esclavage. Dans ce jury, ce soir, nous avons donc un camarade de la République du Togo, un formateur, un juriste. Il s'agit de Florent Nyandlé. Il est avocat, champion de France de débat. Il vient de créer son cabinet. Il s'agit de Maître Kamel Derwish. Notre ami du Cameroun est habitué maintenant des exercices de la Fédération francophone de débat, lui-même à la tête du réseau international pour l'art oratoire. Il s'agit de notre ami Narcisse Pomekong. Et enfin, évidemment, nous avons ce soir un représentant de la nation qui apprécie particulièrement cette histoire révolutionnaire, à qui on laissera la possibilité de dire « j'ai pas voulu spoiler sur le drapeau ». Le citoyen Léaumont, député de la Nation, que je vous demande d'applaudir. Et qui, s'il le veut bien, à la fin du procès, nous expliquera l'histoire du drapeau. Mais je n'ai que trop parlé. Place au procès. Nous allons écouter d'abord les témoins, l'accusé, puis le procureur et l'avocat, et ensuite advienne que pourra. J'appelle donc à la barre
le citoyen François Papillon. Citoyen Papillon, jures-tu de dire toute la vérité, rien que la vérité? Lève la main droite et dis « je le jure ». Je le jure. Citoyen, devant ce parterre, nous écoutons ton témoignage à haute et intelligible voix. Toi qui as eu commerce avec l'accusé, que peux-tu nous dire de celui-ci? Citoyennes, citoyens, mesdames, messieurs de la Cour, je suis Jean-François Papillon. Je suis l'un des premiers à se rebeller contre l'ordre esclavagiste et contre la soumission des populations de Saint-Domingue. Ce que je peux vous dire, c'est que Toussaint Louverture, M. Bédard, est un opportuniste fin. Comment prétend-il, avec sa verve, défendre la liberté pour tous, alors qu'on le sait, M. Toussaint Louverture a été un très grand esclavagiste? Comment pourrait-il prétendre défendre la liberté quand, lorsqu'on le sait, M. Toussaint Louverture a eu commerce avec les Français? Toussaint Louverture a donc trahi, chers citoyens. Il nous a trahis. Et ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la liberté pour tous ou une liberté hypocrite. Je vous le disais, au début, j'étais parmi les premiers instigateurs de l'insurrection populaire à Saint-Domingue. Et pour cela, nous avons eu, avec M. Biassou, recours au vaudou. Nous avons eu recours au vaudou, nous avons sacrifié pour cela un porc noir pour appeler les âmes de nos ancêtres, pour nous aider donc dans la libération de Saint-Domingue. Et vous savez, M. Toussaint Louverture s'est opposé à cette démarche. S'est carrément opposé à cette démarche et allé jusqu'à créer une scission entre M. Biassou et moi. C'est pour vous dire que Toussaint Louverture est vraiment éloquent, je pense, mais ne vous laissez pas berner par les mots qu'il utilise. Ce monsieur est un fin opportuniste. Mesdames, messieurs de la Cour, voilà le témoignage que je fais. Merci, citoyen, pour ce témoignage. Je t'invite à te rasseoir. J'appelle donc, après ce témoin à charge, à la barre, la femme du citoyen Louverture. Tu as la parole, citoyenne, pour ce témoignage. Lève la main droite et jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, dis je le jure. Je le jure. Citoyenne, toi qui connais l'accusé depuis maintenant plusieurs décennies, nous écoutons ton témoignage. Je me rappelle des nuits interminables, hantées par les cris de ceux qui subissaient la violence, par les gémissements de ceux qui tombaient sous le poids de l'injustice. Ces champs de travail où nous étions réduits à des ombres ont été les témoins silencieux de notre désespoir. Dans cette souffrance, j'ai vu la colère et l'indignation de Toussaint Louverture, un homme à la dignité inébranlable. Ces mots, chargés de passion, exprimaient son amour pour notre peuple. Un amour qui lui a poussé
à se lever contre l'oppression. Mesdames et messieurs, chers jurés, je suis ici non seulement en tant qu'épouse de Toussaint Louverture, mais aussi en tant que témoin des violences infligées à Saint-Domingue. L'esclavage, cette réalité atroce, a marqué nos vies d'une manière que vous ne pouviez imaginer. Oui, je parle de ces nuits où j'entendais les cris de ceux qui étaient battus, des jours où l'on voyait des hommes et des femmes épuisés par le travail forcé s'effondrer sous le poids de la douleur. L'esclavage n'est pas que mot, c'est une vie de souffrance et de déshonneur. Toussaint, mon mari, a connu cette douleur. Oui, je me rappelle encore de nos conversations tard la nuit lorsqu'il exprimait son indignation face à cette situation. Il voulait créer un monde où nos enfants, les générations futures, pourraient vivre sans craindre la violence, où ils pourraient rêver d'un avenir meilleur, loin des chaînes du passé. Il n'a pas choisi la révolution par désir de pouvoir, non, mais par amour pour notre peuple, par désir ardent de libération. Je sais que c'est facile pour vous de le désigner comme un opportuniste, de l'accuser d'avoir trahi la raison. Mais permettez-moi de rappeler une vérité essentielle. Qui parmi nous peut vraiment tenter de juger de ses choix sans comprendre l'horreur de la vie qu'il a connue? Né esclave, il a été amené à Saint-Domingue en tant qu'esclave. Il a connu la vie d'esclave avant de devenir un leader de la Révolution. Et oui. Et quant à l'argument de Papillon, qui parle de la fidélité aux Espagnols, je voudrais rappeler ceci. Les Espagnols n'ont jamais aboli l'esclavage. Ils ont continué à nous opprimer. Alors que la France, elle, sous l'influence des idées Lumières, a envisagé notre émancipation. Et Toussaint a choisi un camp qui, pour lui, dans cet instant, était promoteur pour la liberté des esclaves. Et si son alliance avec la France peut prêter à controverse, c'était en effet un choix stratégique. Il a compris que l'alliance avec la France était une solution prometteuse. Il a compris que la France offrait un espace de liberté et a eu raison de tenter cette alliance. Chers jurés, je témoigne de l'homme qu'il est, non pas en tant que général, mais en tant qu'époux, en tant que mari, en tant que fils de notre terre. Toussaint a longtemps cru qu'il était possible d'améliorer la condition des esclaves sans recourir à la violence. Il a longtemps cru en un dialogue possible avec les colonisateurs, mais face à l'intransigeance et à la fermeté de l'oppression, il a finalement compris que les chaînes de l'esclavage ne se briseraient pas sans lutte. Je vous implore de comprendre qu'il a agi non pas par cruauté, mais par amour pour notre peuple, par désir ardent de libération pour Saint-Domingue. Tous les actes, tous ses choix étaient imprégnés d'espoir d'un avenir meilleur pour notre peuple. Mesdames et messieurs, je vous demande de comprendre, de regarder au-delà de ces actes, de voir l'homme qu'il est. Toussaint Louverture a toujours espéré un monde meilleur pour Saint-Domingue et un futur libre pour les générations qui viennent. J'appelle maintenant à la barre M. Moreau de Saint-Méry. Citoyen Saint-Méry, jures-tu de dire toute la vérité, rien que la vérité? Lève la main droite et dis je le jure. Je le jure.
Citoyen de Saint-Méry, nous écoutons donc ton témoignage. Citoyens et autres, j'aimerais commencer mon témoignage en vous disant cette chose très simple, que je suis sûr, même les moins habiles d'entre vous seront capables de comprendre. La partie française de l'île Saint-Domingue est, de toutes les possessions de la France dans le Nouveau Monde, la plus importante par les richesses qu'elle procure à la capitale et par l'influence qu'elle a sur l'agriculture et le commerce. Cet état de fait, avec lequel, je le pense, même les moins habiles d'entre nous pourront tomber d'accord, est pourtant sans cesse bousculé, questionné, embêté par des velléiteurs véreux, vexatoires et sans valeur. Oui, ces vengeurs vaniteux, vains et vils, ce sont eux qui m'ont poussé, moi, député de la nation, à sortir de cette assemblée constituante devenue séparatiste. Oui, mesdames et messieurs, séparatiste, n'ayons pas peur des mots. Ces inconscients qui se constituent en société des amis des Noirs, sans avoir aucune idée des enjeux réels. Sur place, Mirabeau, pour toutes ses qualités, a-t-il ne serait-ce qu'une idée de l'importance capitale de l'esclavage pour la France? L'esclavage et son expression systémique, bien sûr, c'est entendu parmi nous, la plantation. L'esclavage et la plantation ne sont rien de moins que la pierre angulaire de l'économie française. Citoyens, qui alimente la France en sucre? Les colons de Saint-Domingue. Qui alimente la France en coton nécessaire pour ses tissages, nécessaires pour les uniformes des soldats que vous voyez et des officiers assis devant vous? Qui fournit ce coton? Les colons de Saint-Domingue. Qui, enfin, tout compte fait, garantit à la France une balance commerciale positive dans cette époque cruciale de conflit face à l'Europe entière? Les colons de Saint-Domingue. Toute remise en question depuis la métropole et d'ailleurs, toute remise en question de ce modèle de fonctionnement n'est rien de moins qu'une tentative et hontée de mettre la nation française à genoux face à l'ennemi britannique, face à l'ennemi prussien, face à l'ennemi autrichien. Mais assez de considération pour ces vilains. Passons au sujet qui nous occupe. Que dis-je? Qui nous accable, qui nous oppresse, qui nous martyrise. Oui, nous martyrise, car c'est en martyrs que sont élevés aujourd'hui les malheureux colons de Saint-Domingue. Et d'ailleurs, dans toutes les colonies, car les mésaventures de Toussaint Louverture ne sont que ça, des mésaventures, des tentatives ratées, je veux dire, du vaudou. Une révolution, soi-disant, qui commence sur du vaudou. Allons, bon, s'il vous plaît, sa présence parmi nous aujourd'hui le confirme. Toussaint de Bréda, car c'est là son vrai nom, Toussaint de Bréda n'est qu'un affranchi qui a outrepassé la clémence qui lui fit par malheur accorder. Ces tentatives avortées de révolte démontrent une maladresse crasse propre à sa race.
Ce n'est pas en devenant soi-même propriétaire d'esclaves et de plantations que l'on acquiert la compréhension, que l'on acquiert la profondeur d'esprit, la réflexion nécessaire au succès. Non, citoyens et autres, ce n'est pas un homme que l'on juge aujourd'hui. Ce n'est pas non plus un idéal, ni un révolutionnaire, ni un moment soi-disant révolutionnaire. C'est une erreur de l'histoire. C'est un errement passager. C'est un échec. Merci pour ce témoignage citoyen. J'appelle à la barre le citoyen Jean-Baptiste Belay. Citoyen, lève la main droite. Jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Dis je le jure. Je le jure. Citoyen, nous écoutons ton témoignage. Chers membres du jury, c'est avec beaucoup d'amertume que je prends la parole aujourd'hui pour justifier ce qui est tout à fait honorable, pour défendre l'honneur, pour défendre la dignité, pour lutter contre la trahison de nos principes, la trahison de nos valeurs, la trahison de notre identité, la trahison de nos aspirations. Ce qui est jugé ici, ce n'est pas une rébellion, ce n'est pas une révolution. C'est la dignité que nous avons tous en tant qu'êtres humains. Devons-nous nous battre ou pas pour notre dignité? Je suis né dans la plus haute des dignités africaines. J'ai été déporté captif. J'ai grandi en tant qu'esclave. Puis, je suis devenu volontaire et je me suis battu au nom de la France dans la Révolution américaine. Je suis devenu libre. J'ai été élu député de la nation. Sommes-nous différents? Suis-je différent? Oui. Le respect, chers confrères, chers collègues, que je vous ai porté à votre prise de parole, vous exige d'en faire de même en vous taisant et en écoutant qu'on vous enseigne ce qu'est la dignité, ce qu'est le courage. Devons-nous marcher à reculons, revenir sur les fondements que nous avons tous définis, qui ont emmené notre nation à se positionner? Parce que oui, en donnant la liberté aux esclaves, nous avons ouvert notre nation à l'éternité, parce qu'elle a été la première à le faire. Devons-nous revenir sur nos pas? Devons-nous revenir en arrière et trahir nos aspirations? Devons-nous condamner un être humain qui se bat pour la dignité que nous tous nous revendiquons?
chers membres du jury, condamner cette lustre, c'est effectivement décider que la dignité ne vaut rien. Je vous invite, chers membres du jury, à sortir cet homme du banc de l'accusé pour qu'il devienne immortel dans les musées et que plus jamais on ne se retrouve ici à débattre, à discuter de si oui ou non nous sommes réellement une nation qui accorde de l'intérêt, de la valeur au mot liberté, au mot égalité et au mot fraternité. Je vous remercie. Merci, citoyen Belay. Nous allons donc passer maintenant au témoignage sur la traque et les combats entre les armées françaises et les armées insurgées. J'appelle donc à la barre le général Rochambeau pour son témoignage. Citoyen, lève la main droite et jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, et je le jure. Je le jure. Nous écoutons ton témoignage. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pas pour célébrer un héros, mais pour rappeler à l'histoire la véritable nature de celui que certains d'entre vous souhaiteraient élever au rang de pièce d'œuvre d'art dans les musées. L'ouverture n'était pas ce père de la liberté que l'on veut dépeindre aujourd'hui. Non. Il était un traître à la France, un fourbe, qui, sous couvert de loyauté, ourdissait sa propre ambition. Il a manipulé et trompé successivement son peuple et les puissances qui l'ont accompagné dans son aventure funeste. Souvenez-vous que c'est la France, grande et généreuse, qui la première a aboli l'esclavage. Et s'il a été rétabli en quelques lieux, cela s'est fait dans des circonstances bien particulières. Et pourtant, Toussaint Louverture, au lieu de se ranger derrière la France libératrice, a retourné cette cause noble pour en faire un instrument de sa domination. Sous le prétexte de la liberté, il a instauré sur son île, ou plutôt celle qu'il proclame sienne, un régime de terreur. Ces prétendus soldats de la liberté étaient en réalité une armée d'asservis, dont le seul but était d'établir sa dictature personnelle. Il s'est servi des aspirations, peut-être nobles, des esclaves, anciens esclaves, puisque le décret n'a pas encore été signé, monsieur, pour asseoir son autorité vile. N'hésitant pas à opprimer et à faire exécuter quiconque osait se dresser contre lui. Liberté, Toussaint? Non. Ce que voulait cet homme, c'était le pouvoir et il était prêt à tout pour l'obtenir, jusqu'à inscrire dans sa risible constitution un rôle de gouverneur à vie. Ironie de l'histoire. La traque de Toussaint. Je m'en souviens comme si c'était hier. Après avoir levé une armée de braves venus de France et d'ailleurs, nous avons traversé les récoltes fumantes, les villages à sac, les souvenirs des habitants de Saint-Domingue évanouis dans les cendres de sa stratégie de la terre brûlée. Oh oui, je m'en souviens encore, des flammes dans les yeux de mes soldats et de votre peuple. Ses lieutenants, ses partisans, tous obéissaient à ses ordres avec un fanatisme absolu. Sa stratégie n'était pas seulement de vaincre sur le champ de bataille, mais de saper notre morale, de nous faire douter sans cesse. Et douter, oui, nous avons douté.
Que vaut une armée sans certitude? Que vaut une conquête lorsque l'ennemi est partout et nulle part à la fois? Après des journées de marche harassantes, nous l'avons trouvé perché avec ses troupes en haut de la ravine aux couleuvres, l'œil bouffi d'orgueil et de certitude. Mais nous l'avons défait dans la sueur et dans le sang. Et c'en aurait été assez de souffrance s'il n'avait pas laissé derrière lui, en fuyant lâchement, 800 de ses soldats abandonnés. Alors, nous avons repris cette course-poursuite infernale, éreintant les corps et les cœurs de nos jeunes fantassins. Puis, il y a eu ce moment où enfin, après des mois de traque, des mois où nous parcourions les montagnes, les rivières infestées de fièvre et d'ennemis invisibles, nous l'avons capturé. Toussaint Louverture, l'insaisissable, avait été capturé. Et dans ses yeux, lorsque je l'ai vu à genoux devant moi, il n'était ni un grand général, ni un grand homme, mais un simple petit rebelle de pacotille que nous avions vaincu. Ne nous laissons pas berner par les récits enjolivés qui tentent aujourd'hui de réécrire l'histoire. Oui, Toussaint Louverture a été un adversaire redoutable. Oui, il a su parfois, je l'admets, en tant que bon général, manœuvrer avec habileté. Mais cette habileté n'était que de la perfidie. Cette bravoure n'était qu'une façade pour masquer son égoïsme crasse et son ambition personnelle. Il a trahi la France. Il a trahi son idéal. Et il a trahi son peuple. Alors, que son nom reste gravé dans l'histoire, mais non pas comme celui d'un héros ou d'un libérateur. Qu'il soit gravé comme celui d'un homme qui a trahi tous ceux qui ont cru en lui, qui a trahi la cause même qu'il prétendait défendre, et que la justice de l'histoire le condamne pour ce qu'il a été réellement, un tyran déguisé en libérateur. La parole est maintenant à la citoyenne Marie-Jeanne Lamartinière. Citoyenne, jures-tu de dire toute la vérité, rien que la vérité? Lève la main droite et dis « je le jure ». Je le jure. Nous écoutons ton témoignage. Je suis Marie-Jeanne Lamartinière, une femme de guerre et une femme de cœur. J'ai vu de mes propres yeux l'horreur de l'esclavage, la brutalité, la cruauté des maîtres français, la souffrance de mes frères et sœurs en Chine. Nous avons combattu pour une liberté qui nous revenait de droit, noyée dans la souffrance, noyée dans notre propre sang. Mais voilà que ces mêmes Français, ceux-là qui se proclament champions de la liberté, mais qui sont incapables d'accorder aux autres ce qu'ils défendent dans la liberté, et condamnent les autres à être ce qu'ils ne peuvent être, donc esclaves. Napoléon a envoyé ses soldats pour nous resservir, effaçant d'un trait tout ce que nous avons conquis, comme si nous n'avons jamais lutté, comme si nous n'avions aucune vie. J'ai combattu aux côtés de mon mari, Louis d'Or Lamartinière. Cet uniforme n'est pas que beau. Elle représente la dignité, la détermination d'une armée haïtienne prête à mourir pour la liberté. Mais qu'éprouve une femme lorsqu'elle prend les armes contre ceux-là qui prétendent des années plus tôt avoir embrassé les idéaux de révolution. Ceux-là même qui juraient défendre l'égalité, la fraternité et la liberté. C'est une douleur si intense. C'est une trahison si amère qu'elle brûle en moi
comme une plaie ouverte. Nous avons combattu avec tout ce que nous avions, car nous n'avons pas d'autre choix. Se rendre signifiait retourner aux chaînes ou aux coups de fouet et à l'humiliation. Chaque jour, je voyais des hommes et des femmes tomber autour de moi, le visage marqué par la souffrance, les cœurs habités par la peur et la haine. On s'en foutait de la mort, mais elle était un sort préférable à une vie sans dignité. Je me souviens de ces cris déchirants des enfants, des mères qui pleuraient, voyant leurs fils partir en guerre, en se disant qu'ils ne reviendront probablement plus jamais. Mais malgré cette douleur, malgré la terreur qui assaillait, nous ne pouvions pas fléchir. Nous n'avions pas le droit, nos ancêtres, arrachés à leur terre d'Afrique, veillaient sur nous. C'était à nous de terminer ce qu'ils avaient commencé. Alors nous avons résisté, non seulement pour nous, mais pour les générations à venir. Nos blessures étaient profondes, mais notre détermination l'était encore plus. Aujourd'hui, je porte en la mémoire de cette souffrance, mais aussi la fierté indomptable d'un peuple qui n'a jamais cédé. Nous avons refusé de plier, et c'est ce qui fait de nous aujourd'hui le peuple libre que nous désirons et que vous refusez de nous accorder. Toussaint Louverture ne mérite pas sa place en prison, mais plutôt une place au Panthéon, car c'est un héros, c'est un sauveur, c'est un envoyé de Dieu pour tous. Je vous remercie. J'appelle maintenant à la barre le citoyen premier consul, Napoléon Bonaparte. Citoyen premier consul, jures-tu de dire toute la vérité, rien que la vérité? Lève la main droite et dis je le jure. Le premier consul le jure. Nous écoutons ton témoignage. Lorsqu'un souverain s'adresse à son peuple, il est de nature que son peuple lui fasse confiance. Alors, avant de passer à l'incrimination du criminel, laissez-moi vous parler un peu de cet objet que l'on ne discerne pas, dont on parle et dont personne ne dévoue un peu de temps pour en extraire les raisons. Français, Françaises, j'ai rétabli l'esclavage. Citoyen, si tu troubles l'Assemblée, je te ferai sortir. J'ai rétabli l'esclavage face à la pression des Anglais. J'ai rétabli l'esclavage pour que notre nation soit la seule qui puisse être libre. J'ai rétabli l'esclavage, ou plutôt, je l'ai laissé dans les territoires qui avaient déjà été conquis par des nations ennemies de la liberté. Françaises et Français, nous sommes tous Français, nous sommes les enfants de la Révolution, nous sommes les enfants de la nation de la liberté, nous sommes ceux du pays des droits humains, des droits de l'homme. Et vous pensez qu'avec des idées aussi belles, il ne faille pas convoquer un peu de pragmatisme? Ne pensez-vous pas que j'ai à un moment donné réfléchi à la lourdeur de cette décision? Ne pensez-vous pas que j'ai eu raison? Car je n'ai pas d'égal, et pourtant des ennemis, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Dans la vallée des oliviers à l'ombre, il disait que l'Italie ne pouvait pas être conquise. Dans la vallée des pharaons, il disait que l'Égypte ne pouvait pas être battue. Lorsque le traître s'est révélé, il disait que son régime
pouvaient aller jusqu'en haut de la France et l'égaler. Aujourd'hui, ils ne disent plus rien. Le traître a d'abord été un excellent officier, un agent de la nation française qui réussissait à faire en sorte que la liberté qui nous est chère, cette nation qui nous est chère, pouvait prospérer. Mais quand il a senti, comme de nombreux généraux qui s'étaient déjà lancés tour à tour au consulat ou à quelconque révolution dans notre histoire, dans l'histoire de ce pays décharné, dans l'histoire de ce pays déchiré encore et encore, comme bon nombre de généraux, il a tenté sa chance, on le lui a vite repris. Et il a perdu. Il a perdu face à la France. Et vous pensez qu'il n'aurait pas perdu face aux Anglais? Lui qui a essayé de leur lécher un peu d'argent en rompant le traité d'exclusivité de la France, en consignant encore un traité qui l'aurait servi lui-même avec les États-Unis d'Amérique. Ne pensez-vous pas qu'il aurait failli devant les nations espagnoles, avec leurs myriades de frégates, quand moi, pour vous, j'essayais d'obtenir une alliance? Ne pensez-vous pas qu'il aurait failli face à son propre peuple? Car combien, monsieur Louverture, combien se sont joints contre vous, grâce à moi, et à moi, contre vous? Finalement, ce procès, ce n'est pas le procès d'une idée, ce n'est pas même le procès de l'esclavage. Car, je vous le dis, en tant que consul, je vous en fais la promesse, peuple français, quand nous aurons suffisamment de force, quand nous aurons défait les chiens anglois, quand nous aurons réussi à étendre notre empire jusqu'aux confins de l'Europe, j'abolirai l'esclavage pour tous. Alors, ce n'est pas le procès de l'esclavage, ce n'est pas le procès de Napoléon, c'est le procès du Napoléon noir qui a voulu faire ce que je faisais, mais qui, en étant le météore qui brille pour éclairer son siècle, n'est en fait qu'une étincelle que j'aurais vite fini de souffler. Nous avons terminé d'écouter les témoignages avant d'écouter le réquisitoire du procureur et la défense de l'avocat. Nous allons écouter l'accusé. Citoyen Louverture, ou plutôt citoyen Toussaint Bréda, tu es accusé de haute trahison, ce qui est passible de mort par décapitation. Jures-tu de dire toute la vérité, bien que la vérité lève la main droite et dit je le jure? Je le jure. Qu'as-tu à répondre des accusations qui sont portées contre toi à la suite des témoignages que nous venons d'entendre? Citoyens, citoyennes, la France m'accuse de la trahison. Entre nous soit dit, entre la France et l'humanité, laquelle je devais choisir? Je servis la France, j'ai asservi l'humanité, jusqu'à ce que ma conscience humaine me rappelle à l'autre, afin que je décide, en effet, de choisir la liberté, l'humanité. L'humanité, disait quelqu'un, c'est de se mettre à la place des autres. Oui, être esclave, c'est une douleur. Nous subissons des traitements inhumains qu'aucun Français, même le consul, ne saurait accepter.
Alors, pourquoi traiter l'autre de manière cruelle? Parce que vous-même, vous êtes à l'aise. Faut-il se mettre à la place de cet esclave qui depuis le matin n'a rien mangé, mais il est obligé de travailler. Mais avec quelle force? Ma conscience s'indigne. Si je dois être condamné pour avoir trahi la France, oui! Mais je ne serai jamais condamné pour avoir trahi l'humanité. Parce que l'humanité est la mère de toute nation. Et si la France n'est pas une nation, et donc, vous n'êtes pas des humains. Et si vous êtes humain, pourquoi m'incrimines-tu? En effet, ce procès est un procès de honte. Parce que si ce procès est un procès d'honneur, vous vous rangerez sûrement sur mon côté. Parce que je suis du côté de l'humanité, du côté de la liberté. Laquelle vertu je défends jusqu'à ce que la mort s'ensuit. En me renversant, on n'a battu que le tronc de la liberté, mais il repoussera. Car ses racines sont si profondes et nombreuses. L'on cherche la tête, ma tête. Oui, c'est ma tête qu'on le cherche. Mais rassurez-vous, nous sommes nombreux, très nombreux, à réclamer la liberté, même au sein de la nation française. Nous sommes très nombreux. Ainsi, si je ne suis pas acquitté dans cette cour, je laisserai dans le livre d'histoire, j'ai dit. Breda, dit Toussaint Louverture. Toussaint, ici, ce soir, vous êtes le représentant de l'hypocrisie, de la lâcheté, de la couardise. Vous n'êtes pas un héros. Vous êtes un danger pour l'ordre de la France et pour sa colonie de Saint-Domingue. Mais plus que ça encore, vous êtes un traître à la patrie. On vous a dépeint, j'ai entendu, comme un révolutionnaire, un abolitionniste. La vérité, c'est que votre image, cette image, elle ne perdure que grâce à des tromperies et à des mensonges. Pour juger l'homme, il faut comprendre sa déloyauté et son opportunisme de ce prétendu libérateur de l'oppression. Cela vous a été dit, Toussaint est né esclave. Mais pas n'importe quel esclave. Il était commandeur, cocher, surveillant de la plantation Breda. À ce moment, il n'était pas contre l'esclavage. Il était le rouage qui lui permettait d'exister dans la plantation. Une fois affranchi, Toussaint lui-même a bénéficié d'exploitation. Il était propriétaire d'esclaves, de plantations, de canne à sucre, de café. Cher juré, il a bénéficié du système colonial. Il a profité. Il était le représentant, à ce moment, du système colonialiste. Comment peut-il représenter l'abolitionniste? C'était un esclavagiste, pas seulement dans les faits, mais aussi dans les idées. Ils partageaient leurs mêmes intérêts,
Alors, j'ai entendu, monsieur Toussaint, votre femme, qui a parlé de la souffrance, de ces hommes et de ces femmes qui tombaient sous les coups de cette colère et de cette indignation. Mais où était-elle, cette colère et cette indignation, lorsque c'est vous qui dirigiez les coups de fouet? En réalité, Toussaint Louverture a toujours cherché qu'une seule chose, son bénéfice. Si c'était dans les coups de fouet, ça lui allait. Si c'était dans la Révolution, il en était. Alors, parlons-en de cette Révolution. Le 22 août 1791, un soulèvement d'un millier d'esclaves tue et incendie les plantations. À l'époque, M. Toussaint n'est pas vraiment pour la Révolution. C'est normal, il avait des plantations. C'est ses plantations à lui qu'on incendiait, donc il n'était pas vraiment content. À cette époque, il s'opposait à l'abolition. Mais ce n'est pas tout. On a entendu ce soir parler son ancien maître. Il est allé se réfugier chez son ancien maître pour le protéger. Il est allé, en réalité, se prémunir des contre-coups de la révolte. Si jamais elle échouait, il voulait être sûr d'être protégé. Ce qui compte, ce n'est pas le soulèvement, ce n'est pas la liberté. C'est sa petite personne et son petit intérêt. C'est bien des mois plus tard qu'il a rejoint la rébellion. Sentant le vent tourner, il a rejoint les rebelles. Plus que ça, lorsque l'île de Saint-Domingue est envahie par l'Espagne, il rejoint le camp des Espagnols. Il fait guerre contre la France. Et il devient général contre la France. En 1793, Léger et Félicité Santonax abolit l'esclavage à Saint-Domingue. Vous vous dites tous, il était content. C'est ce qu'il voulait. Eh bien non. Qu'est-ce qu'il faisait? Il luttait contre la France. Il était encore et toujours dans le camp des Espagnols qui étaient à l'époque pour l'esclavage. Qu'est-ce qu'il défendait? Encore et toujours son intérêt. Alors, moi je voudrais bien savoir, parce qu'on a parlé de courage, on a parlé de dignité, où était votre dignité lorsque vous défendez les Espagnols contre les esclaves? Cette réponse, elle est simple, elle était toujours et encore du côté du vent. Parce que, voilà, lorsqu'en 1994, la France a reconnu l'abolition de l'esclavage, encore, M. Toussaint n'était pas tout à fait convaincu, il a mis quelque temps à rejoindre le camp des Français. Mais il nous a rejoints, grand bien lui en a fait, il est venu de notre côté pour prendre les armes. Contre qui? Contre l'Espagne. Qu'est-ce qui a changé? Toussaint? Oh, Toussaint n'a pas changé, c'est le vent qui a tourné. Toussaint, lui, poursuivait la même boussole, la boussole de ses intérêts. Ce qu'il voulait, c'est simple, c'était garder le pouvoir encore et toujours. C'est pour ça que lorsque Santonax était toujours dans la colonie, il l'a renvoyé, pour ne pas être mis dans l'ombre, pour ne pouvoir partager le pouvoir avec personne. Et il a réussi. C'est vrai, il a réussi vaguement à avoir ce pouvoir. Ça vous a été brillamment rappelé. Dans cette constitution, il s'est octroyé les pleins pouvoirs, sans aucune légitimité, à vie. Un dictateur, et on devrait le célébrer. Alors, puisque ça vous a été rappelé, essayons de savoir ce que va nous dire l'avocat. On nous dira, oui, mais les libertés étaient menacées. Oui, par Toussaint. On nous dira, oui, mais il a voulu abolir l'esclavage. C'est dans la Constitution, l'esclavage est aboli. C'est vrai. Et donc j'ai regardé cette Constitution. Chers jurés, l'esclavage est aboli. À Saint-Domingue, vous ne parlerez pas d'esclaves. Ce que vous avez, en revanche, c'est la traite. Ça veut dire que vous ne pouvez pas posséder d'esclaves. En revanche, vous verrez des bateaux avec des esclaves qui vont venir les emmener d'un point A à un point B, si vous avez de la chance, dans votre terre à vous, et ça sera légèrement contre leur volonté. Ne parlez pas d'esclaves, vous parlez alors de travailleurs, des travailleurs rattachés à votre terre, qui doivent travailler obligatoirement, contre rémunération ou gratuitement, mais des travailleurs.
Vous ne parlez pas d'esclaves, des travailleurs qui n'ont pas le droit de se marier sans l'autorisation de leur maître, de transmettre leurs biens, qui ne peuvent quitter vos terres sans votre permission. Mais vous ne parlez pas d'esclaves, ce sont des travailleurs. Effectivement, certains peuvent être un peu dubitatifs. Dans la colonie, certains n'étaient pas contents, les anciens esclaves. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce que Toussaint a fait une fois qu'il a eu le pouvoir? Il les a opprimés. La révolte, il l'a matée. Les habitations ont été sous habilitation militaire. Où étaient alors les libertés? Vous me direz, mais alors, est-ce qu'une fois au pouvoir, Toussaint n'était plus si abolitionniste? Non, Toussaint n'a pas changé. C'est le vent qui a tourné. Lui, il a gardé la même boussole, celle de conserver le pouvoir. Lorsqu'il a fallu choisir entre le pouvoir et la liberté, il a choisi le pouvoir. Lorsqu'il a fallu choisir entre la liberté et la propriété, il a choisi la propriété. Il a toujours choisi une seule chose, la défense de ses intérêts. Alors, Toussaint est accusé de haute trahison contre Monsieur le premier consul. Ça tombe bien, il a reconnu les faits. Alors, puisque les faits ne sont pas discutés, parlons de la sentence. Pour rendre une sentence, il faut voir l'homme et les actes. Les actes, on le sait. L'homme est lâche, hypocrite, c'est un couard. Toussaint n'est pas un héros, mais un danger, un traître à la patrie. Vous ne méritez qu'une seule chose, c'est la mort. Alors, à quoi aura servi ce procès? À une seule chose, rétablir le nom de Toussaint Breda, un fils d'esclave devenu esclavagiste, qui se voulait empereur dans son royaume. Mais Toussaint, vous ne serez qu'un prisonnier qui restera dans l'histoire comme ce qu'il était, un homme avide de pouvoir et prêt à tout pour l'obtenir et le conserver. Sa place n'est pas dans un musée, elle n'est pas au Panthéon, elle n'est pas même dans une prison. Toussaint, votre place est au cimetière. Et on espère tous que vous y resterez. La parole est à la défense. Citoyen. Tu as la parole. Citoyens, citoyennes, honorables membres de la Cour, aujourd'hui, on est face à un procès historique où il faut choisir entre l'humanité, entre les libertés individuelles, entre la défense de la dignité et face aux esclavagistes, face à ceux qui ont les sangs sur leurs mains, à ceux qui défendent leur champ de sucre, leur champ de canne à sucre. Et donc, face à cet événement, à ce dilemme, je vous invite à choisir. D'abord, permettez-moi de passer en revue les arguties, combien passer en vain, vous l'avez imaginé, du procureur qui l'a présenté. D'abord, à l'issue de ce procès, il a présenté Toussaint comme quelqu'un qui a une couardise qui est déloyale. Mais ce que le procureur ne sait pas, il a tourné sa langue en vain. Il n'a pas pu analyser la profondeur des actions de Toussaint Louverture. On dirait qu'il lui manque, je dirais là, bon, je garde quand même des respects pour lui, mais je répète les propos de Saint-Rémy, qu'il n'était pas si habile dans son inquisition. Donc, Toussaint Louverture, c'est quelqu'un qui a su défendre la dignité de l'être humain. Et, en passant en revue l'ensemble des argumentaires présentés à travers ce procès, on peut dire que doit-on choisir entre la canne à sucre ou bien la liberté individuelle, entre ces valeurs suprêmes ou bien l'esclavage?
Toussaint Louverture était du côté de l'humanité. Il l'a même dit à la barre. Et vous avez pu remarquer les douleurs de son épouse, les douleurs de sa condition d'opprimé. Et vous pouvez voir dans l'inculpation de monsieur le procureur que les principes généraux de droit pénal ne sont pas respectés. D'abord, avec la question de l'égalité des délits et des peines, il n'a pas pu fournir vraiment aucun article consistant pour incriminer Toussaint Louverture. Deuxièmement, en termes de proportionnalité, il est passé à côté de la plaque. Et en termes de procès équitable, ils ont même invité l'empereur du haut, le consul du haut de sa chair, veut nous dire qu'il va abolir l'esclavage. Et dans son aise, avec toute sa majesté, et vous pouvez voir en quoi consiste la noirceur de leur pensée avec ce procès combien absurde. Citoyens et citoyennes, je vous invite à choisir le camp de Toussaint Louverture, qui a prôné la liberté ou la mort, qui a prôné, en défendant Toussaint Louverture, nous défendons non seulement un homme, mais nous défendons l'essence de l'humanité. L'histoire nous jugera et la justice doit triompher. Toussaint Louverture, mesdames et messieurs, c'est la phare de la nuit des opprimés. C'est aussi la phare de la nuit de toute l'humanité. Et pour finir, je vous invite tous et toutes à choisir entre le camp des méchants, entre le camp de ceux qui pratiquent les liberticides, les libertés individuelles, la terreur. Vous pouvez voir la noirceur de leurs arguments futiles, désuets, périmés. Il faut justement entamer cette transition qu'a prôné Toussaint. Et c'est là le concept phare de sa politique générale, le revirement de Toussaint. Eu égard aux argumentaires de Toussaint, n'était pas loyal, qu'il avait beaucoup de couardises, Toussaint a fait des revirements stratégiques au nom de l'humanité. Toussaint Louverture, mesdames et messieurs, n'est pas simplement un homme, il est le symbole vivant de la lutte pour la liberté, la dignité humaine. En défendant sa mémoire aujourd'hui, nous affirmons notre engagement envers ces valeurs éternelles, que son nom ne soit à jamais synonyme de justice et de courage. Rétablissons son honneur et tout le monde ici ensemble. Je vous invite à choisir encore une fois le camp de la liberté. Liberté ou la mort, nous vaincrons. Merci. J'invite donc les membres du jury à se retirer pour délibérer et décider si l'accusé Louverture est condamné et par ailleurs de désigner un meilleur orateur ou une meilleure oratrice dans les plus brefs délais. Mais, citoyens, citoyennes, maintenant que vous avez pu écouter les propos des témoins et de l'accusé lui-même, c'est à vous de donner votre avis. Y a-t-il un citoyen ou une citoyenne qui veuille commencer? Citoyenne, quel est ton avis? Votes-tu pour la mort ou pour l'acquittement? Donc un avis plutôt général sur le procès et ensuite sur l'acquittement ou la peine? Ton propos est libre. Parle sans crainte. Alors chacun des orateurs et chacune des oratrices était
l'esclavage, mais aussi est-ce qu'elle a possédé lui-même des esclaves? Bon, en toute honnêteté, hormis même, notamment sur l'argumentation de la défense et des accusés, j'ai plutôt, je dirais plutôt la peine de mort. Je vois là-haut une citoyenne particulièrement choquée. Oui, oui. On a compris que on juge là sur l'éloquence. Ça me paraît assez évident. Citoyen, puisque tu lèves la main. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, certes, peut-être qu'il a été propriétaire d'esclaves. Mais les esclaves qui ont été propriétaires d'esclaves, ils étaient obligés d'être propriétaires d'esclaves par la France. Donc c'était des esclaves haut de gamme. C'était des esclaves haut de gamme, mais ça restait quand même des esclaves. Et tout ça, l'ouverture, restait un esclave qui a en réalité voulu libérer les siens et libérer tout le peuple noir. C'est pour cela qu'il ne doit pas être tué. Il doit être acquitté. Citoyen, citoyenne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Oui, citoyen. Il est beau d'être symbole. Oh, que c'est chouette d'être un beau symbole. Ça protège quand même. Mais ici, on ne juge pas un symbole, on ne juge pas une bannière, on juge un homme. Et dans sa petitesse, d'homme à grand ego et petit. Toussaint, vous n'êtes qu'un opportuniste qui s'est caché derrière la bannière de liberté, et pour ça, simplement pour cela, vous avez effacé tout le travail et l'acharnement de ceux qui sont les vrais révoltés, de ceux qui ont pris les armes, de ceux qui sont portés par les vents de liberté. Vous n'êtes que celui qui a fait office d'image. Alors l'image est très belle, on se souviendra de tout, mais l'homme, lui, est méprisable. Alors, à l'échafaud! Citoyenne! Bonjour à tous. Malheureusement, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. Alors déjà, parce que, certes, Toussaint l'ouverture, certes, a été propriétaire d'esclaves. Oui, certes, il a quand même, peut-être, pris des opportunités. Certes, il a été des opportunistes. Cependant, il reste quand même un esclave. Cependant, il a quand même défendu son peuple. Il a quand même défendu le peuple noir envers et contre tout. Alors, pour moi, même si c'est vrai que M. Napoléon Bonaparte, vous êtes bien défendu, il n'empêche que les arguments de l'accusé Toussaint l'ouverture sont quand même beaucoup mieux, parce que nous sommes là pour défendre l'humanité, et en tant que Français, nous sommes humains, dans le sens où nous préférons toujours l'humanité. Nous sommes un pays de droits de l'homme, nous sommes un pays de liberté. Et peu importe la couleur de peau, nous devrions être tous libres. Alors oui, c'est vrai que Toussaint l'ouverture n'a pas été un homme aussi bon, certes, mais il mérite quand même la liberté et il doit quand même rester en vie. Oui, citoyen, tu as la parole. Pour moi, Toussaint l'ouverture signifie beaucoup de choses. Parce que tout simplement, cet homme est un symbole, comme ils l'ont dit tous. Son argumentaire à l'heure du ministère public
Il a simplement dit qu'il était pas bête. Qu'il était simplement, en fait, un esclave. Il esclavagisait les autres. Et qu'il était par intérêt, il fonctionnait que par intérêt. Alors pour moi, comme l'a dit l'avocat, il n'y a aucune base légale. L'incrimination ne tient pas. Donc pour moi, il devrait être acquitté. Merci. Tu as la parole, citoyenne. Je vous réponds, monsieur, mais qu'est-ce qu'un homme si ce n'est ce qu'il défend? Citez-moi un héros qui n'ait pas été un tyran. À moi. Citez-moi une personne dont l'histoire se souvient qui n'a pas de sang sur les mains. Nous avons parlé de Robespierre, Jésus a du sang sur les mains. Un ciel. Robespierre, dont on a parlé tout à l'heure, héros de la Révolution, a lui-même déclenché la terreur. Quelques années plus tard, Trotsky, qui était un grand abolitionniste de la peine de mort, a également mis à mort beaucoup de gens. Un symbole, c'est une histoire. Et ce que l'histoire en retient, c'est ce qu'il en résulte. C'est la libération. C'est ce qu'il a tenté de défendre. Quelle insurrection n'a pas tué? Les communards n'ont-ils donc versé aucun sang? Les révolutionnaires non plus? Quelle guerre avons-nous gagnée sans verser une goutte de sang? Espérez-vous qu'un homme puisse se saisir de la liberté, libérer ses congénères, libérer un domaine, en gardant les mains propres? Mais mesdames et messieurs, vous êtes bien naïfs. Cet homme doit être acquitté au nom de l'humanisme, au nom de l'histoire, pour que son nom soit conservé. Merci. Merci. Le dernier mot avant que le jury n'arrive. Peuple de France, il faut que vous sachiez que Napoléon Bonaparte deviendra empereur. Sur son lit de mort, il a regretté ses faits. Il faut que vous le sachiez. Merci. J'invite donc le jury sur scène pour rendre son délibéré. Vous avez la parole, citoyen. Chers amis, bonsoir. Le jury a délibéré rapidement, parce qu'il est obligé. Je dois vous dire d'abord que je ne connais pas très bien Toussaint Louverture. Je ne connaissais pas. Au début, je pensais que c'était l'inventeur des vacances de la Toussaint. Je me disais, mais pourquoi va-t-on juger l'inventeur des vacances de la Toussaint? On aime tous les vacances de la Toussaint. Je dois dire que j'ai beaucoup appris ce soir. Les orateurs étaient tous plus éloquents les uns que les autres. L'accusation a été très habile, la défense était en verve, et il a été difficile de départager les deux camps. Mais, dans son infinie sagesse, le jury a décidé d'acquitter Toussaint Louverture. Les vacances de la Toussaint ne seront donc pas annulées cette année. Mais ce n'était pas la seule question qui était posée au jury. L'autre question, c'est une question un peu plus égotique, c'est vrai. Mais nous sommes ici aussi pour faire vivre l'art oratoire. Et le meilleur orateur ce soir aura été, aux grandes dames du jury, le premier consul.
serai donc pas exécuté. Merci, citoyen. Un autre mot, membre du jury? Oui, je vais de ce pas transmettre la parole, puisque je ne peux rien vous apprendre de plus sur Toussaint Louverture, vous l'aurez compris, à monsieur le député. Je vais vous dire pourquoi on a pris la décision d'absoudre Toussaint Louverture. C'est parce que nous avons jugé que peut-être il avait trahi la confiance du consul, mais que dans son combat, il avait défendu les valeurs de la France, de liberté, d'égalité et de fraternité, mais aussi et surtout qu'il avait défendu l'humanité tout entière dans son combat et que, ma foi, il semblait impossible de condamner à mort quelqu'un qui s'était battu pour la vie. Voilà ce que je peux vous dire sur la décision que nous avons prise. Et sur le drapeau. Alors, je peux vous raconter aussi des histoires sur le drapeau, mais je ne sais pas si tu... Bon, d'accord. Je ne savais pas que je devais faire ça aujourd'hui, mais je vais vous parler du coup de l'histoire du drapeau tricolore, puisque c'est une histoire méconnue, mais elle a partie liée avec l'histoire d'Haïti. Le drapeau tricolore naît d'abord de la cocarde, qui est portée ici, le 17 juillet 1789, après que le 14, on ait pris la Bastille parce qu'on était bien chaud, le 15, on a nommé un pouvoir municipal révolutionnaire en la personne de Bailly, qui était aussi le premier président de l'Assemblée nationale, et le 17, le roi se rend à Paris pour reconnaître le pouvoir municipal issu de la Révolution. C'est donc une première victoire pour le peuple français, puisque le roi est obligé de reconnaître un pouvoir issu de la Révolution. Le bleu et le rouge sont les couleurs du peuple, le blanc, les couleurs du roi, la couleur du roi. Le bleu et le rouge encadrent donc le pouvoir du roi, le peuple encadre le pouvoir monarchique, le peuple encadre le pouvoir exécutif. Et aujourd'hui encore, c'est le sens de notre drapeau. Il faudrait que certains s'en rappellent. Mais aujourd'hui encore, c'est censé être le sens de notre drapeau. Maintenant, c'est une cocarde. Et un drapeau, c'est rectangulaire. Alors d'où vient ce drapeau rectangulaire? Eh bien, c'est là qu'intervient l'histoire d'Haïti. Et on n'est pas en 1791, on est en 1790. Un an avant la cérémonie du bois caïman et le début de la révolte haïtienne qui va être d'une telle ampleur que finalement elle aboutira à l'abolition de l'esclavage. En 1790, on a déjà proclamé un an avant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen commence par un article qui est inadmissible pour lui qui est là, pour les colons. Ça dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Évidemment, l'esclavage ne peut pas tenir avec un article comme ça. Et les colons vont tout faire pour empêcher que la Déclaration des droits de l'homme arrive jusqu'en Haïti. Sauf que, vous savez comment sont les choses, hein, ça finit toujours par arriver. Alors ça met à chaque fois 3 mois dans un sens et 3 mois dans l'autre pour faire des allers-retours. Ça finit par arriver effectivement en Haïti et ce sujet commence à faire débat. Il fait notamment débat chez ce qu'on appelle les hommes de couleur libre, qui sont soit des métis, soit des esclaves affranchis par les maîtres. Et les hommes de couleur libre demandent l'application de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur l'île d'Haïti. Évidemment, ça ne se passe pas tranquillement, parce que les colons ne sont pas du tout d'accord avec ça. Et je passe sur quelques détails de cette histoire, mais l'information finit par arriver de l'autre côté. Ouais, c'est le bazar, ça se révolte en Haïti, qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Et le pouvoir décide d'envoyer des bateaux pour aller mater la révolte qui a lieu en Haïti. Bateaux qui sont censés partir de Brest. Sauf que les marins refusent de partir. Ils refusent de partir déjà parce qu'ils ne sont pas payés, donc ça n'aide pas. Mais ils refusent de partir aussi parce qu'ils n'ont pas envie de se battre contre des gens qui défendent la liberté et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça fait un bazar monstrueux parce que des marins qui se révoltent, c'est pas souvent que ça arrive. Et là, ça finit par arriver à l'Assemblée nationale, le 24 octobre 1790, très précisément. Ils en débattent. Et Mirabeau défend... Pardon, j'ai oublié de vous dire une chose. Dans les revendications, il y a être payé, il y a ne pas partir, etc. Mais il y a aussi une chose, c'est que ils ne veulent plus du drapeau blanc sur les navires de la marine française.
Et l'Assemblée nationale va débattre de ce sujet. Tiens, qu'est-ce qu'on met comme drapeau maintenant qu'on a commencé à faire une révolution? Et c'est Mirabeau qui va emporter l'adhésion en disant quelque chose du genre, parce que je crois que c'est à peu près ça, « Elles vogueront sur les mers les couleurs nationales. Elles obtiendront le respect de toutes les contrées, non comme le signe des combats et de la gloire, mais comme le symbole de la confraternité entre les peuples et des amis de la liberté sur toute la terre, et la terreur des conspirateurs et des tyrans. » Et ce jour-là, l'Assemblée nationale décide pour la première fois d'adopter le drapeau tricolore rouge, blanc, bleu, pour la petite histoire à l'époque, sur les navires de la marine française. Ce drapeau, bleu, blanc, rouge, est donc à la fois un symbole de liberté, puisqu'il contrôle le pouvoir monarchique, mais c'est aussi un symbole d'égalité et de fraternité, puisque nous le devons aux luttes antiracistes qui ont été menées contre l'esclavage et pour la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, non pas sur le sol exigu de l'Hexagone, mais de l'autre côté de l'Atlantique, en Haïti. Et voilà pourquoi notre drapeau est à la fois, certes, un symbole hexagonal né sur nos contrées européennes, mais aussi un symbole international, d'une certaine manière, et ultramarin. Et voilà pourquoi nous devons, à mon sens, le défendre comme ce symbole-là, parce que, ensuite, les valeurs qui sont proclamées par la République, c'est à la fois l'abolition de l'esclavage, mais ça ne vient pas de nulle part, ça vient des luttes haïtiennes pour l'abolition de l'esclavage, et nous ne faisons qu'étendre en 1794 ce que les Haïtiens avaient décidé de faire, d'une part, et puis d'autre part, parce que dans les valeurs que nous proclamons à cette époque-là, avec la Constitution de 1793, nous proclamons à la fois la naissance du droit d'asile. Le peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples libres. Il accorde l'asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Ça, c'est dans la Constitution de 1793. Et aussi, eh bien, la Constitution de 1793 interdit logiquement la colonisation, puisqu'elle dit que le peuple français ne fait pas la guerre au peuple libre et qu'il se contente de défendre le sol de sa patrie, et c'est tout. Voilà. Ça, c'est dans la Constitution de 1793. Du coup, ceux qui ont utilisé et qui utilisent encore aujourd'hui le drapeau tricolore pour dire autre chose que ça, ceux qui l'ont utilisé pour la colonisation, ceux qui l'ont utilisé pour faire le régime de Vichy, ceux qui l'ont utilisé pour faire tout ça, trahissaient les valeurs qui ont présidé à la naissance du drapeau tricolore. Et voilà la raison pour laquelle je ne m'attendais pas à ce qu'on me propose de raconter cette histoire, mais j'en suis très content parce qu'elle n'est pas très connue. Et voilà les raisons pour lesquelles je crois que, en disant que Toussaint Louverture avait défendu les valeurs de la France, eh bien, et en décidant de la quitter, je crois qu'on était assez raccord avec aussi ce qui s'est fait à l'époque. On peut aussi on peut clore la séance. De toute façon, chers amis, je pense qu'on peut applaudir d'abord nos jurés, les remercier. Je pense qu'on peut aussi applaudir très fort nos oratrices et nos orateurs. Aussi, le citoyen Touzard qui est venu quand même. Qui lui aussi a eu envie de prendre la parole. Vous voyez, il n'a pas pu s'en empêcher. C'est ce qu'on arrive à créer à la Fédération francophone de débat. On arrive à créer ce sentiment-là. Et là, l'événement d'aujourd'hui est un événement inédit, je vous l'ai dit, puisque c'est la première fois que l'on fait un événement avec des orateurs et des oratrices de tous les pays. Orateurs et oratrices de tous les pays, unissez-vous. Voilà, nous nous unissons dans ce genre de moment, dans le cadre donc des rencontres internationales de débat et d'éloquence francophone. Et je tiens à vous dire que si vous voulez revoir les oratrices et les orateurs de ce soir, si vous avez envie de les revoir demain à 11 h à la Gaîté Lyrique, cette fois-ci ils viendront parler en leur nom propre et on verra qui on désigne, présidente ou président, ce jour-là.
Demain, 11h, Gaieté Lyrique. N'hésitez pas à nous écrire sur la page de la Fédération francophone de débat si vous voulez des informations supplémentaires, si vous voulez vous inscrire, parce que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, on ne naît pas oratrice, on ne naît pas orateur. On le devient. Voilà.